C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits et événements marquants d'ici et d'ailleurs. C'est une audience qui vous propose aujourd'hui un regard pluriel. Un regard pluriel sur le plan d'action pour la stabilisation et le développement adopté récemment par le gouvernement de la transition. Nouvelle audience du tribunal de l'actualité donc, avec à la barre des convoqués Ouseni Ili. Il est enseignant-chercheur, professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Bonjour Monsieur Ili, bonjour. Merci d'honorer notre convocation. C'est un plaisir. Monsieur Ili est également directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Et cette audience sera animée par deux des juges de ce tribunal. Bonjour juge Geoffroy Vara. Bonjour président Tomandi, bonjour juge Bougumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, bonjour juge Vara, bonjour président Tomandi, bonjour madame, monsieur. Bonjour aux juges, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette 6e semaine de l'année 2023 sur la télé interactive Truy TV et sur la télé et sur la radio Watt FM, c'est la radio 100% urbaine. Place à présent, pour ouvrir cette 110e audience de la 7e saison du tribunal de l'actualité, à la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et nous commençons avec vous, Bernard Bougumba. Merci président. Je vais au Royaume-Uni où il y a des descendants d'esclavagistes qui promettent de payer une réparation. Donc ce qui est une première, c'est la famille Trevelyan qui possédait 1004 esclaves en son temps. Et donc à l'abolition, la famille avait été effectivement dédommagée parce que l'esclavage effectivement a été aboli, mais la famille a reçu une compensation financière du fait que l'esclavage effectivement était abrogé. Donc c'est un des fils de la famille qui dit que c'est en fouillant dans les archives et tout, et qu'il est tombé sur cette affaire et il avait été effectivement choqué. Et la famille dit l'esclavage était et continue d'être inacceptable et répugnant. Ces dommages perdurent encore aujourd'hui. Nous désavouons l'implication de nos ancêtres dans cette pratique. Fin de citation. C'est un extrait qui a été dit, que j'ai pris dans la lettre. Donc ce qui est prévu, c'est en fait au niveau du gouvernement des Caraïbes, au niveau de la commission nationale de réparation de Grenade, c'est là-bas que effectivement cette famille britannique là qui a découvert les agissements de leurs grands-parents au moment des esclaves, comment on appelle ça, de l'esclavagisme. C'est là-bas qu'ils vont effectivement aller, comment on appelle ça, présenter leurs excuses, lire une lettre officielle de demande d'excuses et maintenant payer de la réparation pour les torts qu'effectivement ces familles ont subi. Donc c'est une réparation initiée par la famille elle-même qui ne savait pas du tout que leurs descendants, leurs ancêtres, étaient impliqués dans l'esclavage, que c'est sûr que c'est des arrière petits-fils et petites-filles reprouvent et aujourd'hui qui sont choqués et qui veulent effectivement demander pardon à leur initiative personnelle. J'ai dit c'est une bonne démarche parce que souvent on n'a pas l'impression de ce que nos prédécesseurs ont fait et c'est que si certains qui sont de l'autre côté de la mer ont su ce que leurs arrière-grands-pères également ont fait aux arrière-grands-pères d'autres, le monde en serait autrement. J'ai dit c'est une avant-première, je tenais à dire ça en avant-propos parce que c'est très riche en enseignement. Riche en enseignement, c'est avant-propos et on va juste passer la parole à Geoffroy Vara pour son avant-propos du jour. Oui, merci président. Mon avant-propos, c'est une mise au point et ça concerne le tribunal de l'actualité du 23 novembre dernier. Il y a eu le fait qu'on ait reçu une personne, en la personne de Fabré Moumouni, et il y avait un genre de lapsus et donc de confusion sur des appellations parce qu'il parlait de Barca Finance SA, Barca Finance SARL et il y a eu un genre de confusion, puisque c'est deux entités différentes. Et je m'avais voulu le rectificatif qui permet de tout mettre en place et permettre à ce que les choses soient bien dites. C'est que lors de la diffusion de l'émission Tribunal de l'actualité du 23 novembre 2022 et portant sur le contentieux
entre les sociétés de trading et leurs investisseurs, le président de l'association des victimes des sociétés de trading, en la personne de M. Fabri Moumouni, avait affirmé que Barca Finance SA, située à Larlé, à côté des rails et faisant dans la microfinance, avait été créée par la société de trading du même nom. Cette information est erronée car Barca Finance SA a été mise en place par des promoteurs qui n'ont aucun lien avec Barca Finance SARL qui faisait du trading. Nous déplorons cette situation et présentons nos excuses pour tout désagrément qu'aurait causé cette information au regard de ce qui précède. Donc toute réclamation de remboursement de capitaux et de retour sur investissement doit être exclusivement adressée à Barca Finance SARL, société de trading. C'est signé du président Fabri Moumouni, des victimes comment on appelle ça, de trading, et le directeur de Barca Finance SA qui est Clément Bassinga. J'explique parce qu'il est passé ici et à longueur de temps, puisqu'il représentait les victimes des sociétés de trading, il parlait de Barca Finance SA, mais c'est Barca Finance SARL plutôt, et c'était un lapsus. Et donc du coup, Barca Finance SA s'en est plaint, ils ont discuté et ils ont compris que c'était plutôt un lapsus, donc une erreur, c'était pas volontaire, c'est pas intentionnel. C'était pas intentionnel, donc ils se sont compris et il y avait donc l'obligation de faire ce point-là et c'est ce que je fais ici et maintenant. On fait donc ce point pour clarifier la situation, en espérant que la situation s'est donc rétablie d'une manière ou d'une autre et que chacun de son côté a eu sa part de vérité et sa part aussi d'amélioration de la situation. Donc c'est la traditionnelle séquence des avant-propos des juges. Nous abordons à présent la deuxième articulation de cette audience en ouvrant la petite fenêtre sur les généralités. Question à notre convoqué du jour, Ouseni Ili, enseignant-chercheur et professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. C'était question de généralité. Bernard Bougma, vous adorez cette fenêtre? Oui, comme tous les autres axes d'ailleurs de cette émission. Oui, en question de généralité, vous avez pris part aux travaux de la commission technique. Après, beaucoup de choses ont été rognées, ajustées, je ne sais pas moi, ou augmentées, c'est selon lors des assises nationales. Beaucoup s'en étaient offusqués. Vous qui aviez rédigé ça en son temps, quel a été le sentiment quand vous avez vu la conclusion des travaux des assises, dont certains points étaient de contre-pied parfait de ce que vous aviez mis sur le papier? Alors merci, effectivement j'avais eu la chance de participer à cette commission technique d'élaboration de la charte et de l'agenda de la transition en mars, donc lors de la première transition, MPSR 1 comme on l'appelle. Et effectivement nous avons fait des propositions aussi bien dans la charte que dans l'agenda qui nous paraissaient en tout cas être les mieux indiqués pour cette transition et donc conduire à des réformes de fond qui allait permettre au pays de se retrouver après. Mais effectivement, comme vous le dites, après les assises, il y a eu beaucoup de remises en cause. Voilà, comme le nombre des députés, le nombre des ministres, et quand on va dans le fond, la possibilité qui est offerte à certains dirigeants de la transition de se présenter, que nous avons interdit, etc. Il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient remises en cause. Donc personnellement, j'ai été vraiment choqué, pour vous le dire clairement. J'ai été choqué au point où, je vous l'ai dit aujourd'hui, on m'avait consulté pour faire partie du gouvernement et j'ai décliné l'offre. Parce que justement, je ne me retrouvais plus dans ce que nous avons proposé. Je sentais plus ou moins comme une trahison de ce que nous avons proposé. C'est vrai que plus tard, je me suis retrouvé conseiller spécial à la présidence, mais c'est après plusieurs réflexions et plusieurs demandes que finalement j'ai décidé d'aller apporter ma contribution. Sinon vraiment les propositions, la façon dont les assises se sont passées et la façon dont les questions ont été traitées,
m'ont particulièrement marqué à cette époque. Vous parlez bien des premières assises. Les premières assises, voilà, la première transition. Donc en mars 2022. Tout à fait. Bernard Bobo. Oui, et puis il y a cette charte de valeurs qui a été élaborée, qui avait fait effectivement, qui avait réjoui plus d'un, mais après, on se rend compte aussi que de l'application de cette charte de valeurs, il n'en avait rien. Il y avait beaucoup de valeurs qui sont énumérées. Est-ce que d'ailleurs c'était réaliste? C'était trop quand même? Non, ben, on ne dit pas forcément que tout soit réalisé ici et maintenant, mais ça, et en réalité, les valeurs, c'était pas contraignant. En fait, c'était pour guider la transition. C'est un état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel la transition devrait être conduite. Donc, il ne s'agissait pas d'imposer ça, mais c'était de faire en sorte que toutes les actions qui allaient être posées au cours de la transition puissent épouser au moins une grande partie de ces valeurs-là, de sorte qu'on arrive à réconcilier la population avec les dirigeants, parce que l'un des problèmes que nous traversions, que nous continuons à traverser, c'est qu'il y a cette cassure entre les populations et les dirigeants, lié justement au fait qu'il y a une certaine malgouvernance, y compris au plan moral du pays, qui fait qu'à un moment donné, les populations ne croient plus du tout aux dirigeants, à ce qu'ils disent. Et du coup, tout ce qu'on appelle incivisme et autres, c'est lié à cela. C'est ce qui a guidé à ce qu'on adopte ces valeurs-là. Alors, dernière question de généralité en ce qui me concerne. Effectivement, vous aviez été déçu. Vous n'êtes pas le seul membre d'ailleurs de cette commission technique à avoir dit parfois ouvertement ou parfois en sourdine qu'ils ont été déçus de la suite qui a été donnée au travail qui a été fait. Mais effectivement, vous l'avez dit, après vous avez rejoint la présidence en tant que conseiller. Quel a été le déclic? Quel argument a été déposé sur la table pour quelqu'un qui a été déçu pour refuser un poste gouvernemental d'aller parler à l'oreille du chef de l'État? Quel a été l'argument qui vous a convaincu? Non, parce que quand j'ai refusé d'aller au gouvernement, après, quand j'ai discuté avec certaines personnes, il y en a qui m'ont dit non, c'était une erreur, il fallait aller, il n'y a jamais de régime parfait, on peut toujours contribuer sans forcément tremper dans les affaires louches. J'ai hésité et après, bien avant que je rejoigne la présidence comme conseiller spécial, j'avais été pris comme expert pour participer aux négociations avec la CEDEAO. J'ai participé aux travaux techniques qui ont permis donc d'aboutir à ce compromis avec la CEDEAO. Et j'ai trouvé quand même qu'on avait fait un travail plus ou moins bien qui a conduit à ce que le pays n'ait pas été sanctionné. Et après cela, lorsque la proposition m'a été faite de venir à la présidence, je me suis dit que peut-être que je peux contribuer d'une certaine manière. Mais pour vous dire également toute la vérité, à la dernière minute, en tant que conseiller spécial, j'avais voulu également me rétracter. Parce que vers la fin, à un moment donné, la conduite de la transition également, puisqu'on m'avait fait la proposition, ça traînait. Certaines actions de la transition sont venues me faire encore douter. Mais bon, comme j'avais donné plus ou moins mon accord de principe, comme le disent les militaires, la balle était déjà partie et finalement j'ai accepté ce poste qui n'est pas forcément politique, contrairement à ce que les gens pensent. C'est un poste technique où on étudie la plupart des dossiers qui passent en conseil des ministres, on donne un avis technique. Donc c'est pas forcément comme les gens disent, on parle à l'oreille du chef de l'État. Il peut y avoir effectivement des conseillers qui sont très politiques, mais également il y en a qui s'occupent des questions purement techniques. Et vous êtes donc, on vous a donc remercié de cette fonction récemment de conseiller spécial à la présidence. Tout à fait. Vous faites partie d'une cohorte de conseillers spéciaux qui ont été débarqués, disons. Tout à fait. Y a-t-il une raison à cela? Non. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans le bon canevas des nouvelles autorités? Non, je ne sais pas, c'est elle seule qui peut. Mais en réalité, je pense que ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Parce que le conseiller spécial, c'est quoi? Les conseillers spéciaux, les conseillers sont les plus proches collaborateurs du chef de l'État. Donc, quand même, il y a une question de confiance, d'affinité. Voilà, d'affinité. Même si je ne connaissais pas personnellement le président d'Amiba, je n'avais pas d'affinité particulière, mais compte tenu du fait que j'ai travaillé dans la commission et après avec la CEDEAO, quand même, je le connaissais plus ou moins. Donc, c'est tout à fait normal que tout nouveau dirigeant qui arrive veuille s'entourer de gens qu'il connaît mieux, avec lesquels il peut échanger beaucoup plus facilement. Sinon, il n'y a pas eu de problème avec le président Traoré, même si je ne partage pas certains points, certaines orientations de ses politiques. Geoffroy Varin,
Et même pour Damiba, vous disiez la même chose. Il y a des points que vous ne partagez pas. Ouais. Et il y avait des éléments que vous voyez qui ne vous rassuraient pas. Tout à fait. Mais c'est quoi? Dans la gouvernance du président Damiba. Damiba, commençons par Damiba. C'était quoi? Oui, et naturellement, déjà les premières actions de la transition, l'augmentation du salaire des ministres. Si vous vous rappelez, dans l'agenda de la charte dans l'agenda de la transition que nous avons élaboré, on avait dit clairement qu'il faut appliquer le décret de 2008. C'était clairement écrit dans ce que nous avons fait dans les propositions. On est revenu à la première action, abrogation de ce décret, doublement du salaire des ministres. Déjà, ça m'a choqué. Ensuite, il y a eu d'autres actions et la dernière action qui m'a choqué également, qui a fait que j'ai failli à la fin refuser le poste de conseiller, c'est l'arrivée de Blaise Compaoré. Le président Blaise Compaoré. Bien sûr, personne n'est contre la réconciliation, mais dans les contextes dans lesquels ça a été fait, ça laissait à désirer puisqu'il y a quand même une condamnation de justice qui pendait. Donc il y avait, entre autres, ce sont ces actions-là, plus le fait que la charte a été plus ou moins modifiée contrairement à ce que nous avons arrêté. Vous avez dit aussi la même phrase là pour Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qui vous dérangeait? Non, pour le président Ibrahim Traoré, là où j'ai des réserves, là où j'ai des réserves, c'est surtout dans la conduite de la politique étrangère. Dans la conduite de la politique étrangère, on peut être plus ou moins d'accord dans le fond, même dans le fond on peut en discuter, mais surtout dans la forme, il y a quand même des choses à revoir. D'accord. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'avec vous, vous êtes toujours à 2 doigts de partir. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous décidez pas? Quand on prend la question des salaires, c'était quand même gros. Hein. Oui. C'était quand même assez gros. Oui. Et même le retour de Blaise Compaoré en enjambant la justice, c'était aussi très gros. Oui, tout à fait. En tant que conseiller, vous auriez pu claquer la porte. Non, je n'étais pas encore conseiller quand le président Compaoré venait. En fait, à chaque fois, vous dites que vous étiez à 2 doigts. Non, mais je n'étais pas encore conseiller. J'ai été nommé conseiller en juillet, en août. En août. Voilà, en août, à mi-août. Donc, j'étais pas... Justement, j'avais été proposé avant que le président Compaoré arrive. Et quand il est arrivé... Bon, j'avais déjà accepté. Quand il est arrivé, je voulais me rétracter, mais bon, finalement, c'était déjà parti. Donc, finalement, j'ai accepté la proposition. Mais comme je l'ai dit, à un moment donné, c'est vrai que pendant longtemps, moi, ce n'est pas des premières propositions que je refuse, d'entrer dans l'administration. Moi, je suis universitaire, j'adore bien ce que je fais. Mais à un moment donné, on a envie de contribuer, on a envie de faire progresser les choses. Et souvent, certains de nous, les universitaires, on attend le régime parfait pour s'engager. Alors qu'à un moment donné, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'existera pas de régime parfait, surtout au Burkina ici. Si vous attendez le régime parfait avant de vous engager, avant d'essayer d'apporter votre contribution, vous n'allez jamais apporter votre contribution. C'est mieux de rester à l'université, faire vos enseignements, et voilà, c'est une autre forme de contribution. Mais lorsqu'on veut changer concrètement les choses, souvent, être au lieu où on décide, ça peut être important. Il faut rentrer dans la boue, si vous voulez. Si on veut. Oui, non, on peut. Moi, je pense qu'on peut contribuer sans forcément se salir. Voilà, moi en tout cas je ne me reproche rien. J'ai collaboré avec les deux régimes, MPSR 1, MPSR 2, mais personne ne peut sortir personne ne peut dire que je suis trempé dans quoi que ce soit. Oui, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il faut mettre quand même la main à la pâte, pétrir, tout à fait. pétrir la pâte. Malheureusement, souvent, et dans cela, il y a aussi... Oui, et les gens penseront parfois que vous êtes allé pour ceci ou pour cela, puisque malheureusement, dans nos contextes, beaucoup de gens y vont pour ça. Beaucoup de gens y vont pour ça, mais il y en a quand même qui y vont pour la sérénité des choses et y apportent concrètement leur contribution. Sinon, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Il faut saluer toutes ces personnes qui apportent de façon sereine, de façon clairvoyante leur contribution au développement de la nation. Regard au cours de cette audience du tribunal de l'actualité sur le plan d'action de la transition pour la stabilisation et le développement au cœur de nos échanges d'aujourd'hui avec Ousseini Ili, enseignant-chercheur, professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Monsieur Ili, notre convoqué du jour, est également, il faut que je le rappelle, directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Alors, c'est un document qui a été adopté récemment par le gouvernement de transition. C'est le plan d'action pour la stabilisation et le développement.
Et ce document s'appuie sur 4 piliers. Lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale. Deuxièmement, répondre à la crise humanitaire. Ensuite, refonder l'État et améliorer la gouvernance. Et enfin, œuvrer à la réconciliation nationale et à la cohésion sociale. Pour vous, ces 4 piliers balisent-ils correctement l'action que doit conduire cette transition? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça balise correctement, plus ou moins en tout cas. Et d'ailleurs, ces actions-là sont reprises de l'agenda que nous avons élaboré en mars 2022. Donc je pense que quand on regarde effectivement, aussi bien pour ce qui concerne l'urgence que également les perspectives, ces actions-là cadrent bien. Lutter contre le terrorisme, c'est la priorité des priorités. Deuxièmement, répondre à la crise humanitaire, c'est également de l'urgence. Mais quand on regarde le 3e pilier, la refondation de l'État et la gouvernance, c'est pour créer ces réformes structurelles qui vont permettre au pays de ne plus retomber dans ce que l'on connaît, et enfin la réconciliation nationale également qui participe à la consolidation de tout ce qu'on aura créé. Mais peut-être qu'il y a un point qui n'a pas été souligné comme action de la transition, c'est l'organisation des élections, puisque quand même c'est une des missions fondamentales. Ça aurait dû être un pilier à part, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Alors, oui, Bernard Bougma, on a 4 piliers, c'est le plan d'action de la transition, et puis c'est un plan qui va se décliner jusqu'en 2025. Tout à fait. Effectivement, pour la question électorale, quand j'ai parcouru le plan d'action, je m'attendais quand même à un point. Maintenant, les questions de date, on peut en parler, mais les élections se préparent. Et puis, on parle de réformes, entre autres, liées au processus électoral. Donc, si on n'en parle pas, même s'il faut reporter l'élection, j'ai dit il y a des réformes à faire. Il y en a qui disent de revoir le mode du scrutin. Donc, tout ce travail-là, tout ce gros lot-là, on le met où? Voilà, bon, bref. En attendant, je voudrais savoir, vous avez dit que ça s'est appuyé sur également vos travaux de mars 2022. Alors, est-ce que vous avez pris part à sa rédaction? Celui-là? Oui. Non, pas du tout. Je n'ai pas pris part. D'accord. Bon, maintenant, il y a les questions de... ça va jusqu'en 2025. Oui, même si vous n'aviez pas pris part, vous étiez au palais. Est-ce qu'on aura des élections en 2024? Ça, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire, mais il est clair que vraisemblablement, ça c'est mon point de vue, je ne parle pas de ce qui s'est dit ou ce qui s'est dit au palais. Vraisemblablement, pour moi, les élections, on ne pourra pas avoir des élections en juillet 2024, puisque avec dans le chronogramme de la CEDEAO, c'est juillet 2024. 1er juillet 2024, voilà, ça veut dire qu'il aurait fallu avoir les élections bien avant. Tout à fait, entre mai et juin. Alors, je l'ai dit parce que même quand vous regardez le compromis qui avait été trouvé avec la CEDEAO, il y a un certain nombre d'indicateurs qui avaient été posés et qui devaient guider à l'organisation des élections. Et parmi ces indicateurs, c'est le taux de recouvrement de l'intégrité du territoire national. Et on avait fixé à l'époque un taux de maîtrise du territoire national autour de 75% minimum avant de pouvoir aller à des élections. Quand vous regardez, à l'époque, quand on faisait les négociations, on était à un taux de non-maîtrise de plus de 60%. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 40% du territoire national qui était correctement maîtrisé par l'État. Les 60% étaient plus ou moins en difficulté. Alors, quand on regarde les négociations, le programme a été arrêté avec la CEDEAO en juillet. De juillet à maintenant, est-ce qu'il y a eu des progrès sensibles pour nous permettre d'atteindre les 75% de maîtrise du territoire d'ici donc le délai qui est fixé pour 2024? Peut-être que, on ne sait pas, si la guerre s'accélère, peut-être qu'on pourra le faire, mais de mon point de vue, ça va être très difficile, et dans tous les cas, la CEDEAO même était dans l'optique de dire que si on n'atteignait pas ces résultats, il était possible de renégocier la durée de la transition. Donc il y a cette possibilité avec la CEDEAO. Tout à fait. Dans l'accord avec la CEDEAO, en tout cas dans ce qui a été conclu avec la CEDEAO, on parle de compromis dynamique. Oui, exactement. On l'avait entendu. Voilà, le compromis dynamique, ça veut dire que on va évaluer au fur et à mesure les progrès sur le terrain, et à l'échéance fixée, si les indicateurs ne sont pas bons, on se rassoit avec la CEDEAO et on discute de
combien de temps on va prolonger la transition. Donc cette possibilité est déjà prévue par la CEDEAO, mais il est clair qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir organiser les élections. Voilà, parce que... D'accord. Ouais. Bon, le point électoral n'est d'ailleurs pas dans le document, puis on en parle parce que c'est... De toute façon, la fin de la transition sera marquée par des élections, peu importe la durée, ou d'une façon ou d'une autre. Alors maintenant, pour revenir aux 4 autres actions, est-ce que ça prend en compte la situation réelle du Burkina? En dehors de la question électorale qui saute aux yeux, est-ce que les autres points répondent véritablement à ce que nous vivons en termes de réponse à apporter dans un plan d'action? Oui, non, je pense que c'est quand vous prenez le premier pilier, qui est la lutte contre l'insécurité, il y a tout un ensemble d'actions qui ont été prévues, notamment le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, la meilleure implication des populations dans la lutte contre le terrorisme, le meilleur équipement des VDP. Donc quand vous regardez toutes les actions qui sont prévues là, ça vise à renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, y compris en matière de renseignement. Et c'est ça en réalité qui a manqué pendant longtemps. C'est-à-dire que si le terrorisme a pu connaître cette progression fulgurante dans notre pays, c'est vraiment très fulgurant, c'est jamais vu. En 2010, on était à 0 terrorisme, c'est jusqu'en 2014, pratiquement. C'est 2015 à maintenant, on est le 4e pays le plus touché par le terrorisme au monde. En Afrique, on est le 2e, après la Somalie. Donc quand vous voyez cette progression, il est clair qu'à un moment donné, il faut s'interroger sur nos capacités de défense. Et c'est ça en réalité, c'est ça qui, pendant longtemps, les régimes passés ont malheureusement négligé la question, parce que effectivement, il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus donc, et de sorte qu'il va falloir mettre des moyens et des actions conséquentes pour équiper, former les forces de défense et de sécurité pour permettre vraiment de repousser cette... Donc ces actions pour moi, et quand on prend les autres piliers, répondre à la crise humanitaire, il y a des actions qui sont prévues, et l'action, le 3e pilier qui concerne la refondation, et également des actions qui sont révolutionnaires, que nous avons proposées également en mars. Quand vous prenez le plafonnement des dépenses des partis politiques, ça fait partie des réformes fondamentales qui devraient être faites pour moraliser la vie politique, le financement des partis politiques, le recrutement des DG des sociétés d'État par appel à la candidature, l'élection des présidents d'université, tout ça c'est des actions que nous avons proposées à l'époque, qui ont été reprises dans le programme, que si elles sont mises en œuvre, elles pourraient en tout cas aider à stabiliser le pays au sortir de cette transition. Si elles sont mises en œuvre, il faut qu'elles soient mises en œuvre parce que ce programme d'action vise à procéder à la réinstallation. Ça, je cite le programme lui-même, la réinstallation des services de l'État dans les localités libérées de l'emprise des groupes armés terroristes, notamment les services de sécurité, les sièges de circonscription administrative et les collectivités territoriales, au commissariat, préfecture, mairie. Cette action vise à porter, je cite, le taux de maillage du territoire en services de sécurité opérationnelle de 69% en 2020 à 77% en 2025 et ainsi faire baisser l'indice global d'insécurité. Fin de citation. Oui, Geoffroy Afara. Et quand vous lisez aussi, vous continuez, c'est que pour ce qui est aussi des comment on appelle ça, des collectivités territoriales, là où on a des services publics essentiels qui sont assurés, on veut les faire passer de 40 à 50% en 2025. Moi, la question que je pose à vous qui avez été conseiller et qui maîtrisez un peu plus les choses de l'intérieur, quand on fait ce plan d'action pour la stabilisation et le développement, avec la projection 2025, et on parle de 77% pour ce qui est du maillage du territoire, 50% pour ce qui est des collectivités territoriales où il y a les services publics essentiels qui sont donnés. Quand on est à 2025, ça sous-entend déjà que 2024, ce n'est plus dans la tête. Ouais. Ça, il faut... C'est une confession. C'est un aveu. Oui. C'est un aveu. Non, mais je ne sais pas si c'est... Parce que le plan est élaboré par le ministère de l'économie et des finances, la structure qui pilotait le PNDS. Je pense que c'est eux qui ont élaboré le programme. Probablement qu'ils se sont dit qu'il n'y aura pas d'élection, plus les techniciens qui l'ont fait.
se sont dit qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. Mais cela ne veut pas dire que c'est forcément une décision, ça a été assumé par le président Traoré. Ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est lui qui a donné ce délai-là. Mais les techniciens, ils font les travaux. C'est vrai que ça a été approuvé en Conseil des ministres. Mais comme vous savez, souvent nos autorités ne regardent pas ces documents-là. Mais il est clair que ça sonne comme une confession qu'il n'y aura pas d'élection en 2024. Alors que non, on devrait dire qu'il y aura élection en 2024, c'est au cas où on n'atteindrait pas les objectifs qu'on prolongerait la transition. Donc ça c'est clair, mais je ne pense pas que ce soit forcément une décision politique, ça peut être purement une décision technique. Et ça se ressent d'ailleurs dans le document que c'est vraiment des techniciens qui l'ont fait, sans forcément tenir compte d'une coloration politique. Parce que quand vous regardez certains objectifs, c'est totalement en dehors de la portée d'une transition. On parle de création de 50 000 emplois par an. On parle. Donc, il y a des choses que je pense que les techniciens sont allés puiser dans des documents existants à venir mettre. Et ce qui fait qu'il y a des actions qui sortent totalement hors du cadre de cette transition-là. Alors, parce qu'on dit on va porter la part de l'industrie manufacturière à 12% du PIB. C'est des choses quand même qu'on ne peut pas se faire, même dans 5-10 ans. Est-ce qu'il est malaisé, une minute, est-ce qu'il est malaisé de penser que ce programme a été conçu ou que ce plan a été conçu pour durer jusqu'en 2025, mais que la transition peut passer la main entre-temps? Mais bon, ça ne serait pas bien indiqué, parce que si vous voulez réussir une mission, il faut fixer des actions qui entrent dans le cadre de la durée de cette mission, parce que si après, ceux qui viennent ne sont pas tenus de l'exécuter, puisqu'ils peuvent avoir d'autres visions. Donc vous faites vos actions dans le délai qui vous est imparti, et vous les exécutez. Si après vous n'arrivez pas à les exécuter, si d'autres viennent, ils peuvent les reprendre. Mais déjà fixer le délai au-delà de ce qui vous a été autorisé, c'est comme le dit le comme un juge. programme de gouvernement. Voilà, tout à fait. Alors, nous sommes avec le professeur Ousseni Ili. Il est donc enseignant-chercheur et professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Oui, Geoffroy. Moi, ma question reste entière, parce que quand on lit les projections, parce qu'on est dans des perspectives, même si c'est un travail, vous dites, de technicien, mais quand on se donne la projection de 2025, alors qu'on connaît les contextes, et puis qu'on parle du préalable à des élections, qui est celui sécuritaire, et qu'on parle de 77%, ça veut dire que dans les hypothèses optimistes, on pourrait être en 2025 à 77% de maîtrise du territoire, et même à la moitié de ce qu'on a comme collectivité, là où il y a des services essentiels publics qui sont faits. Si ce n'est pas ouvertement affirmer quelque chose, c'est préparer des esprits. Tout à fait. Non, je pense que, comme je l'ai dit, moi je pense que vraisemblablement, on ne pourra pas tenir les élections dans les délais fixés par la CEDEAO. Et je vous ai expliqué les raisons. Parce que quand vous regardez le progrès du recouvrement de l'intégrité du territoire national, ça ne se passe pas tel que nous l'avons prévu quand on discutait avec la CEDEAO. Parce qu'à l'époque, nous avons estimé qu'on aurait pu recouvrer au moins 15% de l'intégrité du territoire par an. Ce qui nous amenait dans les 75% à la fin de la transition. Mais quand on regarde, et surtout quand on prend en compte l'interruption de la transition qui a eu lieu en septembre, octobre, il fallait encore réorganiser les choses. Donc, il est clair que, vraisemblablement, il n'y aura pas d'élection. Peut-être que les techniciens étaient dans cet état d'esprit aussi, en se disant que non, faisons, puisque de toute façon, 2024, c'est une année, presque. Voilà, c'est bientôt. Est-ce qu'on peut faire un programme sur une année? Donc, peut-être qu'ils sont dans cette vision-là. Mais il est clair que, politiquement, ça ne devrait pas se faire parce que, officiellement, en tout cas pour l'instant, la transition prend fin le 1er juillet 2024. Oui, Bernard Bougma. Oui, ce que vous dites que c'est un document technique. On sent que c'est des techniciens qui l'ont, comme on appelle ça, rédigé. Peut-être sans une bonne dose de contenu politique aujourd'hui dedans, mais la réalité aussi c'est que au Burkina actuellement on ne veut pas sentir l'homme politique. Tout ce qui renvoie aux questions politiques ou à l'homme politique, c'est comme si c'était de la peste, à cette diabolisation-là qui ne facilite pas les choses. Alors, donc, est-ce que on est étonné de voir ce contenu dans le document? Ça, c'est la première question. Oui, bon, c'est vrai effectivement que la transition a décidé de mettre plus ou moins les partis politiques à l'écart. Personnellement, je trouve que c'est
c'est une erreur. Mais je pense que c'est en train d'être corrigé un peu, puisque c'est vrai que je pense, oui, le chef de l'État les a reçus, je crois. Mais également, à côté de cette commission, il y a une autre commission qui travaille sur le chronogramme des élections. Et qui a remis son rapport d'ailleurs, je pense, il y a 1 ou 2 semaines au Premier ministre. Je pense que dans cette commission, il y a des politiques. Puisque j'avais été coopté au début pour faire partie de cette commission, mais pour des raisons d'agenda, je n'ai pas pu participer. Mais je sais que dans la composition de cette commission qui doit élaborer le calendrier électoral, il y a des politiques. Donc, peut-être que ce document, qui est un document qui a en réalité le programme de développement de la transition, si on peut l'appeler ainsi, peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de politique. Mais pour ce qui concerne des questions comme la durée et autres, je pense effectivement qu'il fallait tenir compte de l'avis des politiques. D'accord, mais est-ce que, quand vous regardez sur certains plans, est-ce que c'est réaliste? Non. C'est réalisable? Non, c'est clair que ce n'est pas réalisable, parce que quand on regarde le plan, c'est énorme comme action, c'est très énorme, c'est très coûteux, 7 000 et quelques milliards, alors que le chef de l'État lui-même, il a dit la dernière fois, il va falloir compter sur nos propres ressources, ce qui est en contradiction d'ailleurs avec le plan, puisque dans le plan, c'est seulement 40% du financement qui est pris en charge par le budget de l'État. Donc 60% sont à rechercher auprès des partenaires extérieurs et nationaux. Donc c'est clair que déjà sur le plan financier, arriver à réunir 7 000 milliards dans 1 an et demi, 2 ans maximum, c'est pas évident. Donc en plus, il y a des actions, comme je l'ai dit, qui sortent totalement hors du cadre d'une transition. Et un autre problème qui m'a un peu tiqué qui est beaucoup plus technique dans le document, c'est souvent certaines données. Par exemple, certains objectifs qui ne sont pas réalistes. Ils disent par exemple qu'on va amener l'indice du terrorisme à 2% à la fin de la transition, en disant qu'on parle de 6%. Non, à l'heure actuelle, l'indice du terrorisme au Burkina, c'est 8. C'est-à-dire on est à un niveau très élevé d'incidents terroristes. 10 étant le maximum, on est à 8. Et donc, ramener ce chiffre-là à 2 d'ici la fin de la transition, je pense que c'est des objectifs assez... On peut être, comme je l'ai dit, tout peut s'accélérer à tout moment, mais en termes de projection, il faut souvent être pessimiste pour arriver. En tout cas, il faut être réaliste. Oui. Voilà. C'est ça, il faut souligner que le coût total donc, du plan d'action pour la période 2023-2025, donc 2023-2025, est de 7 673 milliards 295 millions de francs CFA, et il y a encore 2141 milliards 353 millions de francs CFA à rechercher. Oui, un plan d'action a vocation d'être effectivement inclus dans une durée. Ce qui est aussi posé, c'est poser les jalons, les bases d'un Burkina meilleur pour sécurité, c'est-à-dire le développement à partir de ce nouveau Burkina-là. Ouais, donc quand on regarde effectivement sur certains pans, les délais, c'est pas aussi, ça peut pas être contenu dans les délais, mais il y a des bases qui vont être fondées comme on appelle ça, du nouveau Burkina. Donc c'est ça aussi la vocation de ce plan-là, même si certaines actions, parce qu'il y a des actions qui ne pourront réellement être enclenchées qu'après. Donc quand vous parliez de la question de l'industrie, vous dites que ce n'est pas réalisable dans le délai. Mais maintenant, est-ce que les conditions qui sont posées, ce n'est pas pour tirer effectivement vers la durée, mais on pose les bases tout en sachant qu'à l'année N plus temps, on aura tel résultat. Non, comme je l'ai dit, en fait, ces objectifs-là, je pense que c'est des objectifs qui ont été tirés des documents existants. En fait, c'est là où les techniciens peut-être n'ont pas essayé de faire les ajustements pour la transition. Effectivement, dans la stratégie d'industrialisation du Burkina, on fixe des objectifs pour atteindre 12% du PIB pour l'industrie. Mais si vous prenez ça, vous plaquez dans un document de la transition, c'est comme si vous allez réaliser l'objectif durant la transition. C'est ça le problème. Sinon, et après, quand vous allez faire l'évaluation, comment vous allez dire? Est-ce qu'on atteint les 12%? Alors que c'était pas... Peut-être que vous auriez pu fixer l'objectif que vous souhaitez atteindre durant la transition
peut-être ramener ça à 5%, 6%, tout en sachant que dans les documents de stratégie beaucoup plus globaux qui ont été élaborés dans les ministères, il y a des objectifs beaucoup plus larges. Mais je suis entièrement d'accord qu'il faut poser les jalons. Et c'est pour ça que moi je pense, et c'est ce que nous avons fait dans le cadre de l'agenda que nous avons élaboré, il y a des actions phares, des réformes structurelles qui ne peuvent être faites que durant une transition. En tout cas, s'il y a des réformes, si vous les laissez aux politiques, ils ne vont jamais les faire. Donc nous avons estimé qu'il fallait mettre l'accent sur ces actions-là. Par exemple, le plafonnement des dépenses des partis politiques, un régime élu ne va jamais le faire dans le contexte de Burkina. Le recrutement des DG de société par rappel à la candidature, un régime élu ne va pas le faire parce que quand ils arrivent au pouvoir, tout de suite, il faut partager les postes. Et ça donne ce qu'on est en train de voir avec le cas de la LONAVE. Si aujourd'hui le DG de la LONAVE avait été recruté par rappel à la candidature, il aurait pu être beaucoup plus autonome pour ne pas accepter toutes les injonctions qui viennent de l'exécutif. Est-ce que ça peut marcher dans notre contexte? Parce que celui de la RTB, c'était sur appel à candidature, celui de Sidoua, c'était sur appel à candidature, mais non, tout est une question. D'autres qui ont été débarqués comme ça aussi. Tout est une question de texte. C'est-à-dire, à l'heure actuelle, la façon dont les textes sont élaborés, c'est très mal élaboré, puisqu'on dit que le Conseil des ministres peut à tout moment révoquer, nommer. C'est-à-dire le principe dans certaines structures, on dit il est recruté par appel à la candidature, mais le Conseil des ministres peut pourvoir sans préciser dans quel contexte, quelles conditions le Conseil des ministres peut intervenir. On devrait baliser les conditions dans lesquelles le Conseil des ministres peut intervenir pour remplacer un DG ou nommer un DG en lieu et place de l'appel à la candidature. Mais tant que tout ça n'est pas cimenté, et justement les politiques ils le font exprès. Puisque les sociétés d'État, c'est toute personne qui arrive au pouvoir, c'est un gâteau tout de suite qu'il faut partager entre les partisans. Également, une autre réforme que nous avons proposée, c'est la limitation du nombre des portefeuilles ministériels dans une loi organique ou bien dans la Constitution. Pour faire une nomenclature claire et définitive. Comme aux États-Unis, les ministères sont prévus. Lorsqu'un régime arrive, vous ne faites que pourvoir. Vous ne pouvez pas ajouter des ministères. Mais si vous laissez de tels types de réformes à un régime politique, à un régime issu d'une élection, il ne va jamais le faire, puisqu'ils sont là pour récompenser également leurs amis. Donc c'est pour ce type d'action-là qu'on devrait mettre en avant pour que la transition qui est censée être un régime politiquement neutre les mène pour que finalement les politiques, quand ils arrivent, puissent remettre ça en cause. Alors qu'en noyant ces actions-là dans un plan de plus de près de 200 pages avec des actions multiformes, le risque est que finalement on ne fasse pas grand-chose à la fin de la transition. Que ça soit finalement noyé, il va falloir donc poser les jalons pour refonder l'État et mettre des réformes révolutionnaires et pertinentes pour la suite. Nous recevons aujourd'hui professeur Ousseni Ili. Il est donc à l'université, ancien chercheur à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou, et nous parlons du programme d'action de la transition pour la stabilisation et le développement. C'est un programme qui court jusqu'en 2025. Oui, Geoffroy Vara. C'est vrai que vous soulevez tout à l'heure un point intéressant. C'est la question même de ce que va coûter ce plan. Plus de 7600 milliards. C'est ça. Et quand on regarde sur le sous-propre, c'est 40%. C'est vrai qu'on entend BOAD va accompagner, il y a des communications qui ont commencé à être faites. Mais pourquoi est-ce que vous dites que ça sera compliqué? Est-ce que c'est parce que le Burkina, se ferme pour certains, d'autres disent c'est auto-centré, mais pourquoi est-ce que vous dites que ça sera compliqué? Non, ça sera compliqué parce que quand déjà vous élaborez un projet, un programme, et que vous n'avez que 40% des ressources, ça pose déjà un problème. Parce que ça veut dire que vous êtes très optimiste par rapport à ce qu'on va vous donner. Même dans un contexte normal, on peut ne pas vous donner ce que vous espérez. Peut-être qu'il fallait aller jusqu'à 60% de vos ressources propres et espérer le reste avec des prêts des partenaires. Et si après vous n'arrivez pas à les avoir, ça n'impacte pas trop sur votre programme. Mais si vous partez déjà sur une base de 40%, ça veut dire 60% à rechercher, c'est déjà assez compliqué. Donc dans un contexte normal, c'est pas évident. Alors que dans le contexte actuel, ça c'est un secret pour personne. Le pays, le chef de l'État l'a dit, voilà, à cause de certains choix politiques à l'heure actuelle, il ne faut pas compter sur certains bailleurs. Ça c'est clair. Et à moins que les choses changent, ce qui n'est pas évident. Donc il est clair que, compte tenu de l'orientation de certains de nos choix politiques à l'heure actuelle,
il y a certains bailleurs certainement qui vont réviser leur position vis-à-vis du Burkina. Tout à fait. Oui, je vois. Non, sans sûr. Alors, donc, parlons donc de ce pilier 1, puisqu'il est la priorité des priorités. Et pour parvenir à régler un peu la question du terrorisme, le gouvernement compte également procéder à l'assèchement des sources d'approvisionnement des groupes armés terroristes en ressources de tout genre, avec un suivi renforcé des circuits informels de commercialisation des motos, des produits pétroliers et réseaux de transfert informel d'argent. C'est une bonne politique, c'est une bonne orientation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, selon vous? Absolument, puisque ce qui fait que les terroristes arrivent, ne s'essoufflent pas, c'est qu'ils ont des appuis. Ils ont des appuis financiers, ils ont des appuis matériels. C'est ça qui leur permet de recruter, de s'acheter des armes et également des moyens roulants. Donc l'un des moyens de freiner ce terrorisme-là, c'est justement de freiner le financement du terrorisme. Ça, c'est une action qui est reconnue par la communauté internationale. Et pour lutter efficacement contre le terrorisme, il ne suffit pas seulement de combattre les terroristes sur le terrain. Il faut trouver un moyen pour bloquer tous les soutiens, publics comme privés, parce qu'en réalité, c'est les deux. Souvent, on pense que c'est seulement des États qui les soutiennent, mais également des privés, des fondations, des ONG qui appuient des individus qui appuient donc il va falloir freiner ce financement-là, mais il faut reconnaître que ce n'est pas une mince affaire. Justement, il y a le dire et il y a le faire. Comment on y arrive, justement? Qu'est-ce qu'on devrait mettre en avant? Qu'est-ce qu'on pourrait opérationnaliser pour y arriver? Alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont prévues dans le document. Mais en fait, il va falloir beaucoup surveiller tous ces circuits de transfert. Parce que souvent, il y a certaines ONG sous couvert de financer des activités humanitaires qui soutiennent, ça a été documenté au plan international, les ONG de certains pays qui passent par ces canaux-là pour financer, pour donner des aides à certains groupes terroristes. Il y a également des privés, des individus également qui les soutiennent. Mais dans le contexte du Burkina, on le sait effectivement aussi que les terroristes font beaucoup de trafic de tout genre. Trafic de drogue, trafic de l'or, etc. Donc il va falloir arriver à contrôler tout ça. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas une mince affaire, mais il va falloir le faire. Il va falloir le faire. Bernard Bougma, une préoccupation? Oui. Oui, quand on regarde les 4 points, il y a d'abord la question de la lutte contre le terrorisme, il y a la question de la crise humanitaire, il y a la refondation de l'État, et puis enfin il y a la réconciliation nationale. Le dernier point, réconciliation nationale, est-ce que c'est vraiment une préoccupation? Je m'explique. Il y a seulement quelques jours, on a entendu le président lui-même, le capitaine Ibrahim Traoré, interrogé par des journalistes, et sur la question du vivre ensemble, on a eu comme l'impression que la perception n'est pas la même. Ça a été presque botté en touche. C'est-à-dire on n'a même pas reconnu qu'on a un problème sur ce chapitre-là, comme si c'était une vue de l'esprit. Alors qu'ici, ça semble être un point essentiel. Est-ce qu'ils sont sur la même longueur d'onde? Surtout quand on écoute le dernier discours du président, le dernier échange qu'il a eu avec les journalistes. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a un problème ici, justement, du régime actuel par rapport au plan d'action, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un plan d'action qui avait été élaboré sous la première transition. Bon, les grands axes. D'accord. Et quand vous prenez le régime passé, la réconciliation nationale était une de leurs c'est un axe central majeur. Voilà, tout à fait. Il y avait même tout un ministère chargé de cette question-là. Apparemment, au plan politique, il y a eu une nouvelle vision qui n'a pas été prise en compte par le plan d'action. Mais je ne pense pas que le chef d'État... Je ne pense pas que tout Burkinabé sait que il y a des problèmes. Cette guerre-là, ce terrorisme-là a créé des problèmes dans nos communautés. Au-delà de la réconciliation politique, c'est peut-être l'erreur que le MPSR a faite en axant cette réconciliation sur les politiques. C'était leur vision, mais il est clair qu'aujourd'hui, dans les communautés, dans les villages, le vivre ensemble dans certaines localités a totalement explosé. Donc dire qu'on ne peut pas, donc, même si la guerre finit, il va falloir travailler à recoller les morceaux, comme on dit, pour que certaines communautés acceptent encore d'aller vivre côte à côte. Déjà, quand vous allez dans certains villages, il y a certaines communautés qui ont quitté les villages, pas à cause des terroristes,
Mais justement à cause, parce qu'ils n'arrivent plus les autres communautés ne les acceptent plus. Donc, comment ces communautés-là vont revenir après s'il n'y a pas eu de démarches de réconciliation qui sont entreprises. Donc, je pense que c'est un axe important. C'est un axe important, mais pas une réconciliation au sommet entre politiques, parce qu'aujourd'hui, la question urgente, préoccupante, ce n'est pas le problème entre les hommes politiques, c'est surtout les problèmes dans les communautés, dans certaines localités. Oui, il y a aussi le Burkina Faso dans le concert des nations, les relations internationales. Alors, il y a une réorientation. Vous dites que vous n'êtes pas totalement d'accord avec la forme. Le fond, on peut en parler, mais sur la forme, déjà, il y a certaines actions qui vous posent problème. Parce que, alors que ça aussi, c'est important, on ne vit pas en vase clos. Comment on interagit aussi avec l'extérieur. Ouais. Alors, dans ce plan d'action, est-ce que ça se dégage clairement par rapport à la diversification des partenaires qui avait été suffisamment annoncée par rapport aux autres lignes en matière de coopération à l'international? Oui, je crois qu'il y a une action, je ne sais pas à quel niveau, il y a une action qui est prévue. Et d'ailleurs, c'est depuis l'époque de l'agenda que nous avons dit qu'il fallait travailler à diversifier les partenaires et également à réviser certains accords avec certains partenaires. Ça a été déjà prévu et je pense que ça a été repris dans le document. Alors, mais nous, tel que nous l'avons envisagé, c'était dans une démarche beaucoup plus j'allais dire soft, pas dans un affrontement direct. Mais apparemment, l'option qui est prise aujourd'hui, c'est d'aller plus vite, d'aller dans la confrontation. C'est là où je dis que j'ai des réserves parce que nous sommes en relation internationale. Les rapports de force étant ce qu'ils sont, lorsque vous êtes un pays d'une certaine capacité, aller souvent dans la confrontation, finalement, c'est vous qui sortez perdant. Mais je ne dis pas que, pour ce qui concerne particulièrement la question de la France, il fallait garder les choses telles qu'elles sont. Parce qu'effectivement, l'un des problèmes qu'on a connus avec le régime passé, c'est qu'avec la France, c'était flou. On était un pied dedans, un pied dehors. Donc, à un moment donné, il fallait clarifier. C'est d'ailleurs ce que nous avons recommandé à l'époque. Il fallait clarifier. Soit on est avec les Français, soit on n'est pas avec les Français. Le président Ibrahim Traoré a fait l'option de ne pas être avec eux. On peut discuter du caractère idoine de ces choix-là, mais au moins, ça donne la clarté que avec les Français, on ne veut plus, on n'est plus dans l'option d'un soutien militaire sur le terrain. Voilà. Donc, mais est-ce que les nouvelles orientations vont nous permettre d'atteindre des résultats beaucoup plus rapidement? Ça, on verra sur le terrain. Bon, puisque ce qui est envisagé, parce qu'ils disent qu'il y a d'autres puissances qui ne sont pas au Burkina, notamment certains des pays du BRICS et puis d'autres puissances émergentes, pourquoi ne pas aller vers ces nouveaux partenaires-là dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dans le cadre du développement? Non, il faut aller, mais ça, il faut aller d'abord avant de j'allais dire, parce que quand vous regardez comment ça s'est procédé au Mali, c'était pas comme ça. C'est quand le Mali a fini de nouer correctement ses relations avec d'autres partenaires qu'il a commencé finalement à tout faire pour que les autres s'en aillent. Mais tant que vous n'avez pas correctement nouer ces partenariats, si vous tout de suite vous mettez en difficulté avec les autres, vous pouvez à un moment donné vous trouver dans des problèmes. Donc il faut aller, mais il est clair que là-bas aussi il y aura des conditions. Tous les pays aujourd'hui poursuivent leurs intérêts. Il ne faut pas croire qu'il y a un pays qui est là, qui nous attend à bras ouverts, venez, on va vous servir, venez vous servir de tout ce que vous voulez pour aller mener votre guerre. Il n'y aura pas un seul pays au monde qui va nous offrir cela. Il n'y a pas un seul pays au monde qui va nous offrir cela, mais le président de la transition a été clair. Il n'est pas question de ne pas être avec la France. Ce sont les accords militaires, si j'ai bien compris, en tout cas, qui sont dénoncés. Et donc, c'est la coopération militaire qui est remise en cause et pas la coopération avec la France. Dans quelles conditions, dans quelle mesure cela se fera, on verra bien. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme et cette audience du tribunal de l'actualité s'achève. C'est la troisième audience de cette 6e semaine de l'année 2023. Elle était consacrée à un pan du plan d'action de la transition pour la stabilisation et le développement, et nous avons reçu les éclairages de Ouseni Ili, enseignant-chercheur, professeur de droit international économique à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Ouseni Ili est également directeur exécutif du Centre africain pour le commerce international et le développement. Merci professeur Ili d'avoir honoré notre convocation.
C'est un plaisir. Merci au juge Geoffroy Vara, merci. Merci. Merci à Bernard Bougman. Merci, Président. Et merci aux équipes techniques de réalisation, ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre attention et pour votre fidélité renouvelée. Et prenons soin les uns des autres en gardant à l'esprit que je voudrais, n'a jamais rien fait, j'essaierai à faire de grandes choses, mais je veux à faire des miracles. Quant au tribunal de l'actualité, vous revient dès demain pour une nouvelle audience avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.